Termine avec un débat. Parfait. Alors j'appelle tout de suite Marie, Guy, venez vite nous rejoindre sous un tonnerre d'applaudissements. C'est notre dernier débat de l'après-midi. On va, venez vite nous rejoindre. Guy, ne soyez pas timide. Marine non plus. Un micro pour vous également. Est-ce qu'il est allumé? Oui. Voilà, allez, sans transition. Alors on va évidemment, ça aussi c'est un gros sujet. L'impact qu'il y a sur le quotidien, la création et la suppression d'emplois. Alors évidemment, les grands médias s'en emparent, mais la force de l'IMA, c'est de remettre un petit peu du concret d'innovation maker derrière ce que disent les médias. 10 secondes chacun de présentation, si besoin. Vraiment 10 secondes. Marine, bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Marine André, je suis directrice innovation et IA pour le groupe Randstad en France. Donc en charge de conduire des expérimentations et des POC majoritairement technologiques sur toute notre chaîne de valeur. Avec un gros background RH et tech. Merci d'être avec nous, Marine. Guy est une star depuis des décennies de notre profession. Bonjour Guy, présentation en 10 secondes. Bonjour, alors, je m'appelle Guy Mamoumanis. Je ne sais pas, les décennies, oui, ça fait bien 45 ans que je suis dans l'informatique. Mais je suis essentiellement le cofondateur d'une ESN qui s'appelle Open. Et j'ai eu de différentes fonctions, de président du Numéum ou vice-président du Conseil national du numérique. Mais je suis là au nom de l'association Impact AI, qui est en train de chercher des liens avec l'IMA. Eh bien, apparemment, ils démarrent bien à Bordeaux. Alors, première question. Après, ça sera du regard croisé, mais j'ai une petite question pour chacun. On commence avec Marine. Bon. Là, c'est vraiment, il y a des choses dans les médias. Qu'est-ce qu'ils nous racontent, tout ça, aujourd'hui, les médias, destruction d'emplois massifs. Vous, toi, parce qu'on se tutoie le reste du temps, voilà, sur le marché du travail, c'est une chose. Est-ce que les données que toi, tu collectes aujourd'hui au niveau de Randstad, elles corroborent ce que disent les médias, ou est-ce qu'on peut un peu plus nuancer la réalité ? Alors justement, et c'est vraiment en rebond avec la présentation précédente, et merci pour cette préparation absolument formidable. On a bien évidemment des grandes annonces et on a la réalité terrain. La dernière étude de Randstad, qui a couvert plus de 35 millions d'offres d'emploi dans le monde, a démontré qu'il y avait quand même 4 grandes tendances sur le marché du travail aujourd'hui en 2026. La première, c'est que l'IA, c'est la première monnaie d'échange aujourd'hui sur le marché de l'emploi, avec des jeunes, dès qu'ils savent faire des agents ou qui savent maîtriser un petit peu l'IA, ont plus 25% sur leur salaire à l'embauche que des jeunes qui ne maîtrisent pas l'IA. Et que les promotions sont aussi 3 fois plus rapides quand on maîtrise les enjeux de l'IA. Le premier point. Le deuxième point, c'est la prime au jugement humain. Plus 160% de demandes de compétences douces type intelligence émotionnelle et créativité. Donc ça, c'est pas neutre non plus sur le marché de l'emploi. Le troisième point, c'est le manque de talent pour intégrer l'IA et la gouverner. Et enfin, le quatrième, c'est pour construire nos data centers, pour nourrir tous nos beaux projets. On a besoin de compétences comme des électriciens, comme des profils très techniques et qui sont finalement très terrain et très opérationnels. Ceux qui ont des mains. Ceux qui ont des mains, exactement, et qui ne sont pas des robots. Donc, on a des grandes entreprises qui nous indiquent des licenciements massifs qui sont liés à l'automatisation des tâches. Et ça non plus, comme tu le disais, c'est pas toujours très très vrai. Il y a aussi des grandes restructurations qui sont liées à des problèmes de performance économique et qui n'ont absolument rien à voir avec l'IA. Quand l'IA à Bordeaux également, on pourrait presque dire ça. Absolument. Merci, on va y revenir, mais ça permet d'un peu de poser le débat. Même question pour Guy, mais sous l'angle un peu technologique. Moi, j'ai 2 fils. J'en ai un qui a 30 balais, qui est déjà... Alors, il est ingénieur informatique. Il y a 20 ans, j'ai dit, vas-y, fonce. Et j'en ai un qui a 14 ans. Quand je vois les GitHub, enfin toutes les skills, etc., qu'est-ce que je lui dis à celui-là ? Guy, il faut faire de l'informatique. Voilà ce qu'il faut lui dire. Bon. J'en suis absolument convaincu. Moi, ça fait 40 ans qu'on n'arrête pas... Je ne demande pas à mon grand de changer de métier, alors non plus. Bon, on n'arrête pas de dire que ce métier va disparaître et à chaque fois, on voit qu'il rebondit. Alors, pour répondre à ta question plus précisément, est-ce qu'il faut croire aux médias ? Ça dépend quand. Parce que si vous écoutiez Sam Altman il y a un an, il vous disait que c'est l'apocalypse de l'emploi, il n'y a plus rien. Et puis si vous l'écoutiez avant-hier, il vous dit finalement j'ai réfléchi, et c'est pas tout à fait ça. Et moi je suis absolument convaincu. D'ailleurs chez Impact AI, on travaille beaucoup sur le sujet de l'impact de l'IA sur l'emploi, et nous sommes vraiment convaincus que certes il y aura des suppressions d'emplois. Il ne faut pas être naïf, il ne faut pas être angélique. Il va y avoir aussi des créations d'emplois. Tiens, je viens d'apprendre qu'il va y avoir des mainteneurs de robots. Voilà. Donc on crée des robots, il faudra faire de la maintenance de robots. Mais enfin, le sujet essentiel, et c'est sur ça qu'il faut travailler, c'est évidemment la transformation des emplois.
le développeur de demain n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui, ni celui qui travaillait il y a 40 ans, comme je l'ai fait, sur des cartes perforées. Low Voilà, code, c'est autre chose. vibe coding, etc. Il a toute la boîte à outils, Exactement. il a ses assistants, ses skis. Ok, alors justement, maintenant, regard croisé, l'employé augmenté est-il vraiment plus efficace, puisque c'est bien de ça dont on parle, hein, dans ceux qui ont encore un peu d'espoir, on parle bien d'employé augmenté. Alors, est-ce qu'il est vraiment plus efficace, ou est-ce qu'on est en train de devenir dépendant d'un outil, enfin, est-ce que cet employé-là qui arrive, il est dépendant d'un outil qu'il ne maîtrise pas? En tout cas, est-ce qu'on n'est pas en train de bâtir une armée d'incompétents assistés par IA? Je laisserai à chacun le soin d'en juger par lui-même avec d'abord un regard porté sur soi et ensuite un regard porté sur l'écosystème dans lequel il travaille. Mais le point qui me paraît hyper intéressant dans les dernières études très crédibles qui ont été publiées, c'est celle de Meter et qui a évalué l'efficacité d'un ingénieur développeur expérimenté qui utilise un environnement Claude Code poussé pour coder automatiquement à sa place. Donc il y a la hype et la perception et le biais cognitif qui est de dire en 3 minutes, j'ai X milliers de lignes de code qui arrivent. Et puis après, ces lignes de code, il faut les adapter. Il faut les tester. Il faut les corriger. Et en fait, ils se sont aperçus que ces ingénieurs, avec la meilleure volonté du monde, avaient un sentiment d'amélioration de leur productivité perçue de plus de 30%, alors que dans les faits, ils mettaient plus de 20% de temps en plus pour réaliser la même chose, parce que finalement, c'est plus compliqué de corriger quelque chose qui a été mal fait que de bien le faire dès le départ et de prendre le temps de le faire. Donc j'ai trouvé que cette étude-là, elle était hyper intéressante parce qu'on a tous vécu la magie de l'IA générative, quelle que soit notre expertise métier. Et puis finalement, quand on creuse un peu plus, on s'aperçoit que la réalité est parfois un petit peu différente. Et je ne sais pas si La c'est des choses que jugeote t'as reste constatées. encore d'actualité, semble-t-il. Ah bah Guy, oui, même je suis question, élargie, 100% effectivement. d'accord. Je vous invite à regarder un podcast qu'on a fait chez Impact AI qui s'appelle Mon job avec l'IA. Et pour une fois, dans ce podcast, on n'a pas donné la parole aux experts de la profession, les professionnels de la profession. On a donné la parole aux gens qui utilisent l'IA, aux travailleurs. Et là, c'est très intéressant parce qu'il y a aussi bien un agriculteur qu'un médecin, une assistante de direction qui parlent de leur métier avec l'IA. Et en effet, ils expliquent, d'ailleurs sans angélisme, que leur métier s'est transformé et qu'ils sont beaucoup plus performants. Alors, il faut rajouter quelque chose, et là, je vais vraiment abonder dans ton sens, c'est qu'il y a une différence entre l'amélioration de la productivité à titre personnel et puis quand on travaille en équipe. Et là, je crois qu'il y a un sujet, ça a été d'ailleurs largement étudié. C'est vrai qu'à titre personnel, on voit bien le gain de temps qu'on a, les performances que l'on a. Mais quand, je ne sais pas, par exemple, chez Open, on a des centres de production de 100 personnes, il va falloir industrialiser l'utilisation de l'IA pour avoir une productivité meilleure sur l'ensemble. Intelligence artificielle, intelligence collective peut mieux faire, c'est un peu ça l'idée. Marine. Ouais. Oui, et les métiers d'ingénierie sont des métiers que je connais bien, parce que j'ai aussi travaillé chez un ex-concurrent de Open il y a quelques années. Personne n'est parfait. Absolument, surtout pas moi. Et ce qui est important aussi, c'est effectivement ce partage de la connaissance. Et quand j'ai des outils d'IA générative que je mutualise, quelle que soit finalement la compétence, et je pense que quand c'est technologique, c'est encore différent, on dépossède effectivement une certaine capacité à concevoir, un esprit critique, et on le confie à la machine. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? La question n'est pas là, c'est quel résultat ça produit en termes de productivité. Je pense que c'est la vraie question à se poser et à observer dans nos organisations. Il nous reste 6 minutes sur ce qui vient d'être dit. Quelque chose à rajouter? Bon, alors du coup, Super. moi j'ai une question. Tout est dit, formidable. Alors maintenant, c'est effectivement, on peut relativiser les jeunes quand même. Parce que là, si on regarde les stats, l'étude anthropique, les projets, alors, c'est une étude, à partir de données réelles, c'est pas des projections. L'entrée en emploi des 22-25 ans dans les métiers exposés à l'IA a reculé de 14%. Par rapport à l'ère pré-ChatGPT. Alors là, c'est quoi? C'est des entreprises sans juniors, sans relève, sans transmission. Est-ce qu'on est en train de la sacrifier, cette génération? Je vous invite à lire un papier de Jean Pralon que j'ai découvert il y a quelques jours et qui a expliqué avec vraiment beaucoup de lucidité finalement les prises de position de tous ces patrons de boîtes. En gros, ils vendent leur beefsteak, quoi. C'est-à-dire qu'ils veulent absolument que
prédictions deviennent des réalités et que, oui, l'utilisation d'anthropique remplace les gens. Mais c'est pas aussi simple que ça, et on l'a vu avec Sam Altman. Alors, et puis, vous avez ceux aussi qui vous annoncent l'apocalypse parce que ça leur fait vendre des bouquins. Et c'est vrai que c'est très, très, comment dire, vendeur. Hein. Bon, je ne citerai personne, mais vous en reconnaissez certainement. Hein. Je ne vais pas leur faire de pub. On les voit partout. Mais en fait, il y a 10 ans, ils disaient des choses qui ne se sont pas avérées aujourd'hui. Donc, on a toujours des radiologues, on a toujours des développeurs, on a toujours des enseignants. Prothésistes dentaires. Donc, il faut se calmer par rapport à toutes ces annonces, parce que je pense que c'est très pénalisant. Et du coup, et là on revient à ton fils, il a 14 ans, il va se dire, mais on me dit partout qu'il n'y a plus de job. Alors est-ce que ça vaut la peine de faire des études? Il y en a même un qui a dit, arrêtez de faire des études. Moi je pense que c'est exactement l'inverse. Hein. Il faut faire de plus en plus d'études, de plus en plus fondamentaux. Savoir lire, écrire, compter, c'est super important pour utiliser correctement l'IA. Et puis, pour répondre plus précisément à la question, un senior, il a commencé par être junior. Donc, c'est absurde de dire qu'on ne va plus recruter de juniors. Non, on va en recruter. Le problème, c'est qu'il va falloir, et je le vois parce que je suis dans différents conseils d'orientation d'écoles d'ingénieurs, l'EPITA, le SIEA, etc., il faut reconcevoir l'enseignement pour préparer les jeunes à devenir des juniors dans des entreprises. Sinon, bah oui, si on enseigne comme il y a 15 ou 20 ans, c'est sûr que les juniors qui vont sortir ne seront pas adaptés en entreprise. Bon, eh ben écoutez, merci. Il nous reste 3 minutes, mais ça nous laisse un peu de créneau pour les questions. Une dernière question. Maintenant, vous fermez les yeux, vous êtes devenus des super consultants. Et vous avez, alors, le conseil à l'étudiant, je pense que Guy a commencé, mais on peut finir. Si vous avez un conseil à donner à l'étudiant qui arrive sur le marché du travail, alors si on a tout dit, c'est pas la peine. Et maintenant, si on a un conseil à donner aux dirigeants qui décident maintenant, quels sont, en conclusion, par rapport à notre sujet du jour, vos conseils? Alors, mon conseil pour l'étudiant, c'est aie confiance en l'avenir, parce qu'il y a des super personnes que vous êtes qui sont en train de le bâtir et de veiller à ce que tout le monde ait un emploi qui soit durable, qui soit le plus intéressant possible et dans lequel on puisse s'inscrire dans des parcours de carrière qui puissent être complètement hybridés, parce qu'on est dans un monde où l'hybridation, finalement, tous les 6 mois, ça pivote, ça change, ça se transforme. On a, d'ici à 2030, 1 million de personnes qui vont quitter les métiers de l'industrie. On ne peut pas dire qu'il n'y aura pas de métier pour les jeunes à ce moment-là. Il y aura 1 million de postes à pourvoir sur lesquels on peut upskiller, former, reskiller. Donc ça, c'est pour les étudiants. Et puis pour vous, décideurs, pensez à vos enfants, à ceux de Marc Lionel, et quel monde vous avez envie de bâtir pour eux demain. Et c'est celui-là qu'il faut peut-être construire aujourd'hui ensemble. Merci Marine. Alors, avant de te donner la parole à Guy pour la conclusion, Marine, merci sur la tribune. Ce matin, je me suis fait justement un petit peu recadrer en disant des Women in Tech, on n'est vraiment pas à la parité. Et vous connaissez l'engagement de l'IMA pour mettre en avant les Women in Tech. Il n'y en a pas assez, on le sait, on est tous conscients. Ce soir, là, vous allez voir, le cadre est plutôt sympa. J'invite les dames de cette audience à venir faire une photo spéciale des Women in Tech avant la soirée. Donc voilà, donc les équipes de l'IMA vont vous prendre en main. Voilà, soyez pas surpris, mettez ça en tête. C'est un des temps forts qu'on aimerait, en réponse à la remarque à juste titre, je dirais, mettre en action ce soir. Je voudrais pas te priver de la même question. Le conseil étudiant, propos que tu n'aurais pas déjà donné, et puis aux décidants, aux dirigeants. Attends. Alors, Michel, est en pleine action. Je ne sais pas ce qui se passe, mais la conclusion de Guy, peut-être. Avant de répondre à cette question, je voudrais dire que j'ai cofondé un mouvement, qui s'appelle Jamais sans elle, il y a une dizaine d'années, et qui consiste à dire que je ne participe pas à une table ronde, à une émission, s'il n'y a pas au moins une femme. Bon, voilà. Et j'étais très heureux de voir que j'avais la chance d'être accompagné. Ah ben voilà. Voilà. Donc, les deux conseils. Pour ça. Soyez attentifs à ça, en effet, parce que c'est très important. Dans notre métier, on voit très vite que on tombe dans cet excès de testostérone, en quelque sorte. Ouais. On peut. Alors, pour répondre à la question, écoutez, pour moi, franchement, il faut être positif sans angélisme. C'est Bergson qui a dit « Notre avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous en ferons ». Et ça, je crois que pour les étudiants, il faut qu'ils soient vraiment convaincus qu'ils peuvent avoir un rôle à jouer dans la construction de ce nouveau monde. Quant aux entreprises, il faut qu'elles comprennent une chose. Il va falloir investir massivement dans la formation. Voilà, ça c'est la question essentielle.
peut-être au détriment de résultats à court terme. Je veux bien le comprendre. J'ai été moi-même dirigeant d'entreprise. Je vois bien un peu l'hésitation que l'on a, mais c'est absolument impératif. Et aujourd'hui, on est dans une formation à vie. Donc il ne s'agit pas de faire des petits coups de formation à droite et à gauche. Il faut absolument, quel que soit le type d'entreprise, planifier des formations qui soient permanentes. Merci Guy, merci Marine. Merci. 2-3 minutes de questions pour que les bus nous attendent. 2 minutes, me dit-on. Allez, une première question. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai lu un papier de recherche qui est sorti récemment par Oxford et LSI qui s'intéressait à donc l'impact de l'IA sur les jeunes. Et en fait, regardez non seulement l'impact de l'IA, mais plutôt l'impact du télétravail. Et ils ont mené une étude en isolant les deux facteurs et ils se sont rendus compte qu'il y avait une très forte corrélation entre les activités télétravail et les métiers très exposés à l'IA. Typiquement, être un codeur informatique. Et que le principal facteur qui expliquait la baisse de l'emploi des jeunes, c'était pas l'IA, c'était des jeunes qui étaient exposés au télétravail que les entreprises ne voulaient plus avoir. Et je me suis demandé si c'est des choses que vous avez pu observer aussi de votre côté dans votre quotidien. C'est une question qui mérite effectivement de passer un petit peu de temps pour faire un peu le tour des choses. Ce qu'on observe, c'est un retrait massif des normes de télétravail. On avait parfois du 3 jours ou du 4 jours par semaine de télétravail sur des équipes techniques et où là on s'aperçoit qu'en fait toute la cohésion d'entreprise et la dynamique de projet qu'on peut trouver à la machine à café ou à la cantine, on l'avait complètement perdue. Donc moi, ce que j'ai observé et ce qu'on observe, c'est plutôt une réduction des conditions de télétravail. En revanche, les jeunes demandent toujours à faire majoritairement du télétravail. Donc là, il y a un alignement à aller chercher entre la demande, la réalité, ce sur quoi les entreprises pivotent aujourd'hui. Une dernière question, ou une intervention de Jean-Luc, très en forme aujourd'hui. Toujours en forme. L'intervenant précédent a parlé de sociologie, vous en avez parlé plus ou moins en filigrane. Je pense que c'est une des clés d'interprétation de ce qu'on est en train de vivre, peut-être la révolution 5.0, la 4e révolution industrielle. Il me semble important de rappeler quand même, et c'est agnostique, le pape, avec le fondateur d'UNIA du côté de la Californie, a sorti une encyclique qui est disponible et qui replace l'homme au sein de tout ça. Alors, on met de côté ses convictions religieuses. Le pape a quand même autorité. J'espère qu'en fait l'ensemble des grands représentants des religions vont faire de même. Moi, je l'ai acheté, je vais la lire avec beaucoup. Et je voulais juste maintenant partager ça parce que ça me semblait être en relief par rapport à votre intervention. C'est la place de l'homme avec un grand H, qui est bien sûr homme et femme. D'abord femme et homme. Parce qu'on est tous issus d'une femme. Merci Jean-Luc. Oui, le pape qui a dit il faut désarmer l'IA. C'était la phrase forte de son encyclique. Quelque chose à rajouter en 22 secondes chacun, comme ça on est parfaitement dans les temps. On est bon? Allez Guy, non c'est bon, tout est dit. Marie, merci beaucoup. On vous applaudit, on applaudit évidemment l'ensemble des participants. C'est parti, alors je vais vous demander vraiment, on envoie, alors j'ai des infos pratiques.